morts et des blessés, bilan de l'explosion d'une bombe ce lundi 15 juillet à Bouérema à Massissi. Une nouvelle violation de la trêve par le M23 est décriée. Il s'est ouvert ce lundi 15 juillet à l'église de Mangembo Bandalungu à la colonie des vacances dénommée Famille en vacances. Plusieurs activités récréatives y sont organisées à l'intention des tout-petits. C'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver en ce début de semaine pour vous informer, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. 3 morts et des blessés. Bilan de l'explosion d'une bombe ce lundi 15 juillet 2024 dans un village situé au bord du lac Kivu dans le territoire de Massissi au nord Kivu. Une nouvelle violation de la trêve par le 123. La société civile qui livre l'information appelle les forces armées de la RDC à prendre des précautions pour éviter toute surprise désagréable de la part de ces rebelles. On en parle avec Rachel Adassaliwala. Encore des morts, victimes des bombes larguées par les rebelles du M23 à Bouérema dans les territoires des Massissi. Parmi les victimes, l'on note 3 enfants qui ont perdu la vie et un blessé grave. Selon la société civile, la coalition M23 RDF ne respecte pas la trêve humanitaire. Très tôt le matin vers 5 heures, nous avons été surpris par les détonations des armes lourdes sur toutes les collines occupées par nos éléments phares d'essai et l'Oazalend. Et donc le M23 venait de violer la fameuse trêve humanitaire qui a été décrétée. Il y a des détonations, il y a des affrontements qui ont été lancés par le M23. Ça vient de causer à ce que le M23 puisse larguer une bombe ici à Bouérema, la bombe qui venait de coûter la vie à 3 enfants et un autre enfant qui a survécu, qui a été blessé. Cette situation venait de créer vraiment des paniques, des psychoses au sein de la population. On s'est déplacé. Maintenant, à l'heure où je vous parle, la situation est un peu calme, mais c'est encore un calme là très précaire parce qu'on ne sait pas ce qui va survenir d'un moment à l'autre. Et à Bouérema, la population elle est toujours là, les déplacés sont toujours là. Déplorons vraiment la perte de ces enfants. Et parmi les enfants, il y a des garçons, l'un âgé de 17 ans, l'autre âgé de 4 ans et une fillette âgée de 5 ans et une autre âgée de 3 ans qui a survécu. Parmi les enfants décédés, il y a 2 d'une même famille, l'autre décès et blessé, sauf pour une autre famille. Et donc, ils sont dévoisés. Il s'y est de noter que ce lundi 15 juillet, c'est le 10e jour de la trêve humanitaire qui est violée chaque jour par les assaillants. Sur cette même lignée, la population de Butembo était ce lundi 15 juillet dans la rue pour une marche pacifique partie de Butembo à Moussienene. Cette population dit non à l'avancée de 123. Rachel Mavitidi. Comme prévu, la population de Butembo a effectivement marché ce lundi 15 juillet et ce, de Butembo à Mousséniénié. Un seul objectif, dire non à l'avancée du M23. Vous allez à Mousséniénié, qu'est-ce qui vous a motivé? Nous allons à Mousséniénié pour dire non à l'agression rwandais-ougandaise, effectivement. Les Rwandais et l'Ouganda nous agressent, nous disons non et qu'ils ne peuvent pas progresser jusqu'à Butembo. Nous sommes vraiment déterminés pour stopper cette agression. Nous voulons la paix, vraiment, nous voulons la paix. Nous appelons au président de la République de réagir. Moi, c'est Matokeo, je lui dis qu'il doit réagir à la situation qui s'est passée à l'Est. S'il s'est donné à nous, les civils, les armes, on va se battre contre ces rebelles du M23. Nous sommes en train de manifester notre mécontentement par rapport à l'avancée du M23. Du côté de Kirumba, nous disons non à leur arrivée à ville de Butembo, au Grand Nord surtout. Et c'est pourquoi nous manifestons avec toute cette population pour montrer à la face du monde que nous ne sommes pas comme d'autres populations qui sont en train d'accueillir le M23. Donc la communauté nationale, nous les prenons à témoin pour tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, pour leur montrer que nous ne sommes pas d'accord avec le M23. La population de l'Est en particulier et celle de la RDC en général ne jure que par la fin de cette agression rwandaise qui ne cesse de troubler la vie des Congolais. De leur côté, les femmes de la coordination civilo-militaire Task Force s'opposent à la balkanisation du pays. Dans un message, ces femmes disent se ranger derrière le chef de l'État, l'armée congolaise et les Wazalendo pour bouter dehors l'ennemi. Leurs propos ont été recueillis pour vous par Rachel Mavitidi. Nous, les femmes de la coordination
du bureau militaire national Task Force. Nous disons non à la balkanisation de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous disons non à tous les tueries qui se font, à toutes les violences. Nous disons non. Voilà combien des enfants sont morts, nos maris tués. Nous sommes restés veuves. Nous disons non. Nous allons soutenir notre président Félix Tshisekedi. Nous sommes prêts à soutenir notre armée. Nous sommes prêts à soutenir les Ouazalendou. Nous n'allons pas nous taire. Notre région est dans nos mains. Notre région est dans les mains des enfants du Nord Kivu. Nous ne sommes pas là pour vous soutenir, vous les malfaiteurs. Les voyants soldats sont là. Nous sommes derrière eux. Et voilà, nous sommes là. Regardez, nous sommes là. Nous sommes là. Nous allons faire tout pour être toujours unis. Parce que notre pays, la République, ne sera jamais divisé. Il restera un et indivisible. Sécurité toujours à Goma. Le maire AI a présenté 8 présumés bandits appréhendés par les services de sécurité dans la nuit de samedi 13 juillet lors des opérations Assainir la ville de Goma. Suivez. C'est une désolation. Nous étions choqués après avoir maîtrisé pendant plus de 3 mois la gestion sécuritaire dans la ville de Goma et il y a eu recrudescence. Surtout dans la partie ouest de la ville de Goma, notamment dans le quartier Mugunga, Ndosho, Majengo, Kasika et Mabanga Sud. Je regrette une chose parce que nous devrions éviter mort d'homme. En amont, un bon renseignement, pas subir. Mais Dieu merci, nos services, 24 heures seulement après, nous avons mis la main sur les auteurs de meurtre à Kéchéro. Il y a même les minibus qu'on n'a pas tractés qui devraient être ici pleins de sang. Et l'auteur, c'est ces militaires de Satan 2. Et son compagnon, c'était un épris de justice. C'est la 3e fois qu'on venait de l'arrêter. Je pense cette fois-ci, la fermeté de l'auditorat pourra sauver la vie des gens de Goma. On a suivi toute une nuit dans Kasika, Majengo, Mabanga Nord, les crépitements de balles à Mugunga. C'est cet élément de APCLS qui s'est fait pour Ouazalem. Et il a tué un jeune homme de 15 ans côté Mugunga. L'arme est là, qu'il a utilisée. Ça, c'est dommage. Nous invitons une fois de plus à nos amis qui passent leur temps à dire n'importe quoi dans les réseaux sociaux de nous fournir seulement le renseignement. Nous sommes capables de démanteler au quotidien ces différentes bandes de criminels. Voilà les résultats. Et les militaires en tenue, spécialistes, lui, je ne sais pas où ils trouvent les armes et les munitions qu'il fait louer aux criminels. À 25 $ la nuitée ou par occasion. Quittons le Nord Kivu pour nous rendre au Sud Kivu où le travail des soldats pakistanais de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo a définitivement pris fin. Il a été marqué par le complément de transfert de base de Minembwe et Mikenge aux forces armées de la RDC. Ainsi, la MONUSCO a dit adieu à la province du Sud Kivu pour se concentrer sur les seules provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. On en parle avec Patrick Isobonge Sebokuma.
On ne parlera plus des casques bleus de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo Sud Kivu, comme l'avait fait savoir Bintou Keïta, chef de cette mission onusienne, lors de la cérémonie officielle de fermeture des bases de la MONUSCO au Sud Kivu. Quelques tâches restantes dans cette province devraient encore prendre quelques jours. Aujourd'hui, c'est chose faite. La mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo quitte le Sud Kivu. Cela a été constaté par le complément de transfert des bases de Minembwe et Mikenge aux forces armées de la République démocratique du Congo par les soldats pakistanais qui s'y trouvaient encore sur les lieux. La base de Minembwe avait été établie dans le contexte sécuritaire électoral tendu de 2006. Depuis cette époque, elle a permis d'assurer la sécurité des communautés locales et des personnes déplacées dont la survie était directement menacée par les affrontements réguliers entre les groupes armés dans cette région. Il en est de même de la base de Mikenge qui a été établie en 2019 en réponse à des affrontements intercommunautaires. Cette base a permis pour sa part d'assurer la protection de plusieurs milliers de civils s'étant installés à ses alentours après avoir dû abandonner leur milieu naturel à cause des menaces qui pesaient sur eux. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, rend ainsi hommage aux casques bleus pakistanais pour leur engagement et le travail remarquable abattu à Minembwe et Mikenge au Sud Kivu. Cela en coordination avec les forces de défense et de sécurité congolaises. Avec son désengagement du Sud Kivu, la MONUSCO met désormais en œuvre son mandat de protection des civils dans la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu. Les populations du Sud Kivu profond ont retrouvé les hectares agricoles et routes pour accéder à ces zones. Cela après la destruction des munitions obsolètes et périmées de la MONUSCO et autres. C'est Afrilam en collaboration avec ONUMAS qui a exécuté cette mission dans le respect des normes. La participation des communautés locales et des forces de défense et de sécurité a contribué pour atteindre l'objectif. Patrick Issot revient. Des munitions obsolètes et périmées des forces de la MONUSCO ont toutes été détruites dans le Sud Kivu. Cette mission confiée à Afrilam, comme cela se fait depuis un temps, a été faite dans le respect des normes, a fait savoir Hortense Sakina, responsable technique de terrain, surtout pour la première et la deuxième phase du processus de destruction. Les étapes clés du processus de la MONUSCO sont identifier un site de démolition éloigné des zones habitées dans le but de sécuriser la population environnante. Et pour impliquer la population locale et les autorités dans le processus de la démolition, nous utilisons le moyen de la communication. Et cette communication qui doit être transparente en vue de recevoir leur autorisation et leur collaboration sur l'utilisation du dit site. Lors de la deuxième phase, on établit une communication transparente avec les autorités locales, et la FARDC et les communautés locales en vue de recevoir leur autorisation et leur collaboration. Après ces deux premières étapes est intervenue la troisième phase, celle de destruction des munitions dans des zones inhabitées. Troisième phase consiste à creuser des fosses de détonation qui vont servir de recevoir les munitions périmées. Ce travail réalisé par Afriland en collaboration avec UNMAS contribue à sauver des vies en rendant accessibles des centaines d'hectares de terres agricoles et des routes autrefois bloquées par les dangers des explosifs. En politique, le gouverneur du Kassai central, Joseph Moïse Kambula, a rendu public le week-end dernier la liste des membres de son gouvernement provincial. L'équipe est composée de 10 ministres, dont 2 femmes. On en parle avec Affermi Vita. Voici comment est constituée l'équipe gouvernementale du Kassai central, province dirigée par Joseph Moïse Kambulo. Alain Doukoussa est ministre de l'Intérieur, Justice et Droits humains. Aux Finances, Économie et Commerce, Jean-Jacques Chibola, l'un des cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, section Kananga.
Pierrot Moutela, ancien gouverneur et membre de la FDC, dirigera le budget, plan et fonctions publiques. Il est également nommé porte-parole du gouvernement provincial. Honoré Mouchipai, ministre reconduit et président fédéral de l'UNC, quitte l'agriculture pour l'éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport. Marie-Isabelle Bampende et Rose Kamweka sont les deux femmes du gouvernement Kambulo. Elles sont respectivement ministres du genre, famille, enfants et affaires sociales et ministres au poste télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Kabouaï Kabongo est nommé ministre de la Santé et enfin, Meroé Kamaï s'occupe des transports et voies de communication. Signalons que les élus provinciaux attendent le dépôt du programme en vue de l'investiture de ce gouvernement à l'Assemblée provinciale. À cet effet, une session extraordinaire est en cours. Parlons à présent de la colonie Famille en vacances fève à l'église de Mangembo Bondalungwa. Lors de la conférence sur l'homosexualité, les intervenants ont abordé certains aspects tels que la sexualité du point de vue médical et l'obéissance aux parents sur le plan spirituel pour éviter de tomber dans ces pratiques inhumaines. Regardez. Mon intervention s'est faite sur base de la projection. Une projection qu'on a fait dans laquelle on parlait des témoignages d'une fille qui était d'une famille chrétienne et qui priait dans une église, mais qui à un moment donné, il est tombé dans les pratiques homosexuelles, la toxicomanie. Alors après, par la grâce de Dieu, elle s'est repentie et Dieu l'a libérée. Alors mon intervention était si bas de ça pour interpeller, aider nos enfants en partant de l'expérience de Elsa, de ne pas quitter l'autorité des parents. Parce que la fille là, elle est devenue tomber dans ces choses-là entre les mains de ses amis parce qu'elle n'obéissait plus à ses parents. Bien que les parents étaient chrétiens, mais quand ils ont fait des déménagements, elle n'arrivait plus à se soumettre. Et il a perdu la conscience de Dieu et il s'est livré à ses amis. Alors c'est là que la Bible dit qu'aux enfants, obéissez à vos parents. Donc les parents, l'obéissance et la soumission aux parents, c'est une grande couverture qui prévient des enfants de toutes choses. Et puis la sincérité, ne pas vivre dans la cachotterie. Parce qu'il arrive au moins à nos enfants de croire que certains conseils, il aura ça mieux chez un ami qu'aux parents. Voilà, c'était tout autour de ça où j'ai interpellé nos enfants à ne pas être dans la cacheterie, une chose dans laquelle il vit et qu'il ne sait pas dire à sa mère ou à son père ou à ses encadreurs. On a abordé beaucoup plus les aspects liés à la sexualité. Pour dire que pour moi, c'est une continuité de ce qu'on avait fait la fois passée. Et pour cette session, je suis très très content, d'autant plus que j'ai vu les parents. La fois passée, il n'y avait pas de parents. On a pu échanger, les enfants se sont exprimés librement avec tous les handicaps qu'il y a avec les parents. Et puis les parents également ont expliqué les barrières qui existent entre eux et les enfants. Ça nous a permis d'aborder certains aspects de la sexualité qu'on n'avait pas abordé la fois passée, même les conséquences liées à certaines perversions. Les parents et les enfants qui ont pris part à la colonie Famille en vacances fève se sont exprimés et encouragés ceux qui restent encore à la maison à venir très nombreux. Rachel Adassaliwala et Francis Maton de les ont approchés. Oui, ce qui est vrai, nous avons suivi l'exposition du film, nous avons suivi aussi l'intervention de Pasteur Timothée, l'intervention aussi du docteur, ça m'a beaucoup plu. Il y a les enfants qui apprennent beaucoup sur les réseaux sociaux. Ils apprennent beaucoup à travers leurs amis. C'était un cadre très approprié. On a essayé d'échanger avec les enfants par rapport à ces phénomènes de homosexualité. On a vu la sœur qui a témoigné. Elle venait d'une famille chrétienne, mais elle est devenue lesbienne par rapport à l'influence de ses amis. C'est une façon pour nous, parents qui étions là, d'apprendre comment nous pouvons aborder nos enfants par rapport à ce genre de sujets. Ça m'a surpris, c'est ma première fois de participer à cet événement. Et pour ma première fois, j'ai vu que c'était du wow et j'ai vraiment aimé. Ça m'a épaté et ça m'a tiqué. C'est du bon moment que j'ai passé.
J'ai vraiment aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé, vraiment. Pour moi, je commence déjà à me dire, comment c'est déjà monitrice il y a bas dans est-ce que l'on a bon et qu'on les casse sur le tâté et puis ce qu'on a mangé mon bazar vraiment non. J'ai vraiment aimé. L'homosexualité, c'est un sujet que les parents n'abordent pas avec les enfants. Or, au siècle actuel, il est vraiment d'en parler et surtout élever l'équivoque auprès des enfants. Et ce qui a plus marqué, qui m'a beaucoup marqué pendant la journée, on nous a rappelé que nous devons créer une relation de confiance avec nos enfants, éviter des barrières afin que les enfants trouvent toutes les réponses aux questions auprès de nous. On a regardé Moïse et les 10 commandements. Il faut croire en Dieu et son amour. Nous venons de suivre un petit témoignage qui nous parle sur une fille qui se nomme Eva, qui avait subi, qui manquait l'amour maternel parce que sa mère était morte. Elle ne vivait qu'avec son père et elle a eu à suivre des séries qui lui ont amené à la drogue et à l'homosexualité. Alors, lorsqu'elle pratiquait l'homosexualité, elle sentait que cette homosexualité remplaçait le vide de l'amour maternel. Et puis, après cela, il y a eu encore des problèmes. Sa sœur s'est fait engrosser. Et puis, à la fin, elle a imploré la miséricorde de Dieu. Et le Seigneur lui a pardonné. Et aujourd'hui, elle commence à servir le Seigneur. Je vous propose à présent de suivre ce qu'a été l'ouverture ce lundi 15 juillet 2024 de la colonie de vacances dénommée Fèves. C'est le révérend Timothée Mbouala qui a lancé ces activités qui se tiennent bien évidemment à l'église de Mangembo Bandalungwa. C'était en présence de plusieurs parents qui sont venus accompagner leurs enfants. Plusieurs activités seront organisées dont la projection des films éducatifs. On en parle avec Nico Kassanda et Francis Matondo. Les activités de la 4e édition de la colonie des vacances dénommée Fèves, Famille en vacances, ont été lancées ce lundi 15 juillet à travers une prière dite par le révérend Timothée Mbouala, suivie de la coupure du ruban symbolique marquant l'ouverture des activités. Le mot de circonstance a été donné par Rachel Etaille, coordonnatrice de l'école de dimanche de l'église de Mangembo. Grande est notre joie de vous accueillir dans ce beau cadre en cette journée du lundi 15 juillet 2024 consacrée à l'inauguration de la 4e édition de Famille en vacances Fèves en cycle. De prime abord, nous témoignons notre gratitude à notre Seigneur qui, par son amour, a rendu ce moment possible. Nous le remercions infiniment pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder gracieusement. Nous boostons nos divinités, que son nom soit glorifié à jamais. L'occasion pour les enfants de s'exprimer sur la question. Je tiens à inviter toutes les jeunes filles, tous les jeunes garçons à venir parce que c'est très intéressant. Moi, tout ce qu'on a dit, ça m'a vraiment édifié parce que je viens aussi d'un péché. Du coup, ce qu'on dit, ça me rend forte et je me dis, je dois vraiment agir comme cette fille. Voilà. Et j'invite toutes ces filles qui sont dans cette situation, tout comme cette fille m'a invité à me repentir, à donner ma vie à Jésus-Christ. La fève est vraiment un moment très, très bien. Donc, en tout cas, j'invite tout le monde à venir. Aujourd'hui, dans cette première journée de Fèves 2024, le thème était « Libre en Jésus-Christ ». Et dans ce thème-là, nous avons vu un petit témoignage d'une fille qui était plongée dans l'homosexualité. Et elle a expliqué comment Dieu l'a aidée à se retirer de cette chute-là. Pour tout le monde qui n'a pas eu cette occasion d'être là, je vous invite parce que les billets sont encore là, les billets sont encore en vente, venez nombreux parce que ici, comme je l'avais dit, il y a certains sujets qu'on ne peut pas aborder à la maison, mais ici à la Fève, avec les moniteurs, entre amis, on peut les aborder grâce à des films, grâce à des témoignages. C'est pour cela que j'aimerais inviter tous ceux qui ne sont pas encore là. Les billets se vendent encore à la table de l'église des enfants, à l'église de Mangembo. Signalons que ces activités vont se clôturer le samedi 20 juillet 2024. En sport,
Sport, le championnat de volleyball dans le Grand Katanga se poursuit sans désemparé à Lubumbashi. Le volley club Police, volley club Presse et volley club Mazembe chez les messieurs ont dominé brillamment leurs adversaires. Il en est de même chez les dames où le volley club Barako et le volley club Okapi ont eu raison sur leurs adversaires. C'était le dimanche 14 juillet 2024 dans le Grand Katanga. On en parle avec Patrick Issou. Les amoureux de volleyball du Grand Katanga étaient servis le dimanche 14 juillet tant à Lubumbashi qu'à Likazi. Des rencontres de haute facture qui augurent un lendemain d'espoir pour les volleyballs dans cette partie du territoire national. À Lubumbashi par exemple, le volley club Police chez les messieurs a laminé son adversaire, le volley club Cheminot 3-7-0. Pour les spécialistes de cette discipline, le volley club Police avait un cran dessus. 25-10 au premier set, 25-7 au deuxième set et 25-15 au troisième. Le volley club Police s'est véritablement baladé dans cette rencontre. Dans une autre confrontation du jour, le VC Price a eu raison du volley club Academia 3-7-0 également. Ici, le volley club Price a eu chaud au deuxième set après avoir dominé le premier et même le troisième. 39-37 au tie-break âprement disputé. Il faut dire que le VC Academia chez les messieurs a peut-être laissé passer sa chance. Le volley club Mazembe s'est également imposé devant le volley club Ekovo 3-7-1. 25-20 au premier set pour le volley club Mazembe, 25-20 également au deuxième set et 19-25 au troisième set pour le VC Evoco. Celui-ci se fera surprendre au quatrième set par le VC Mazembe 19-25. Chez les dames, Force du Progrès a été dominée par le volley club Barako 0-7-3. 17-25 au premier set, 10-25 au deuxième et 10-25 également au troisième set. Un match à sens unique pour les spectateurs présents. Une autre rencontre chez les dames a mis aux prises le volley club Okapi au volley club Lupopo 3-7-1. Le volley club Okapi était très fort pour les dames de Lupopo. Au Lualaba, le volley club Menoir Espoir a battu Umoja chez les dames 3-7-0. À l'international, pour terminer, 5 personnes ont été tuées dimanche soir dans un attentat à la bombe. Les faits se sont déroulés devant une cafétéria à Mogadiscio, capitale somalienne, a affirmé Vita. Alors que des habitants visionnaient le match de la finale de l'Euro 2024 sur l'écran à l'intérieur d'une cafétéria à Mogadiscio, une voiture chargée de bombes a explosé à l'extérieur, faisant ainsi 5 morts et plusieurs blessés. En plus, 10 voitures ont été endommagées et plusieurs bâtiments à proximité détruits. La plupart des victimes se trouvaient à l'extérieur. Heureusement, tout le monde à l'intérieur a survécu, mais les véhicules et les biens ont subi d'importants dégâts. Signalons qu'en Somalie, des attentats perpétrés par le groupe militant islamiste Al-Shabaab sont fréquemment signalés. Le groupe s'oppose au gouvernement fédéral du pays qui dépend du soutien des troupes étrangères pour rester au pouvoir. À ce jour, les enquêtes se poursuivent pour identifier les auteurs de cet attentat. C'est par ici que se referme ce journal. En voici le rappel des principaux titres. 3 morts et des blessés, bilan de l'explosion d'une bombe ce lundi 15 juillet à Bouérema à Massissi. Une nouvelle violation de la trêve par le M23 est décriée. Il s'est ouvert ce lundi 15 juillet à l'église de Mangembo Bandalungu à la colonie des vacances dénommée Famille en vacances. Plusieurs activités récréatives y sont organisées à l'intention des tout-petits. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle au programme de la chaîne du repos. Excellent début de semaine à tous. À demain.